Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... Sam! Donc aujourd'hui, la thématique, c'est chasser des gros monstres. Donc de mon côté, je vais défendre le jeu The Witcher Old World, qui vient tout récemment d'arriver au backer. Et toi, Sam? Ah oui, on est dans la nouveauté. Moi, je joue avec un classique, le jeu Champions of Midgard. C'est encore bon, ça? Je l'ai pris pour le défendre en duel, je pense que oui. C'est correct. Donc ça va être pour plus tard. On va commencer par vous parler du duel qu'on a fait l'année dernière, dont la thématique était... Thème jeu québécois. Jeu québécois? Ah, ben dans ce cas-là, moi j'avais défendu le jeu Décrypto. Décrypto qui est un jeu de déduction où deux équipes s'affrontent, chacun a un code secret de 4 mots. Il faut donner des indices à son équipe pour essayer de trouver dans une suite de 3 de ces mots-là à chaque ronde. Ces mots-là, dans le fond, ces indices-là vont être connus de nos opposants, qui vont essayer, à mesure que la partie avance, de déterminer c'est quoi notre code secret, puis on fait la même chose des deux côtés. Si jamais quelqu'un échoue 2 fois à découvrir le code de sa propre équipe, ou si l'autre équipe réussit à découvrir 2 fois le code de ton équipe, eh ben la partie est finie. Donc c'est ça, c'est un jeu assez intéressant, un jeu plus party, plus social. Tu sais, c'est plus intéressant si on est plusieurs, je dirais. C'est un jeu qui est le fun. Ça se joue avec pas mal n'importe qui. Ça se sort assez bien. Ouais, il est tough à expliquer quand même. Il est pas intuitif. Ouais, faut après une ronde, ça va super bien, là, mais comme au début, genre, l'explication peut être un peu... C'est un peu abstrait, c'est sûr, pour un jeu de party. Mais c'est ça, tu fais un petit round de pratique, puis après ça roule. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que l'expérience va dépendre, par contre, d'à quel point tes amis sont bons pour deviner ou pas. Puis à quel point t'es capable de créer des liens. Tu sais, des fois, ça, avec différents groupes de personnes, des fois, ça peut plus ou moins bien marcher. Faut que t'aies les mêmes références que tes coéquipiers. Ouais. Puis idéalement, pas que tes adversaires. Ouais. Ça, j'ai rejoué quelques fois depuis. C'est ça, c'est un jeu que je trouve bien encore aujourd'hui. Ouais, il est bon. Il est même rendu sur BGA maintenant. Je sais pas s'il est en bêta ou s'il est sorti officiellement, là, mais il est disponible là-dessus, puis ça marche quand même bien. Ouais, non, ça fonctionne quand même pas pire. Puis t'as un chat isolé pour parler juste avec ton équipe pour éviter de divulguer certains trucs à tout le monde. Ouais, c'est vraiment bien fait. Moi, de mon côté, j'avais parlé du jeu Québec, qui est un jeu de majorité où ce qu'on a comme on peut comme se placer pour que nos cubes comptent plusieurs fois parce qu'il va comme avoir une cascade, puis là, la personne qui remporte un quartier, la moitié de ses cubes vont aller dans le quartier suivant. Puis on a aussi une espèce de jeu de coude pour aller placer nos bâtiments dans la ville de Québec. Puis ces bâtiments-là, dans le fond, quand on place des bonhommes dessus, ça va nous donner des actions particulières qui vont nous permettre de déplacer d'autres cubes, de faire plein de choses. Donc c'est un autre jeu qui est quand même pas si simple à expliquer, mais qu'un coup que tu commences à jouer, ça coule bien, mais c'est ça. Moi, malheureusement, je l'ai pas ressorti depuis parce qu'il est pas super invitant apparemment. Ouais, moi je le trouvais un peu sec, là. Tu sais, il y a des trucs intéressants à faire quand même, là, mais faut avoir un bon mindset, là. Faut aimer le puzzle abstrait, intense, puis bien préparer ces choses, là. Des erreurs en début de partie peuvent coûter cher par la suite. Mais tu sais, c'est quand même par contre très satisfaisant quand ta cascade fonctionne. Là. Ça c'est pas mal cool de voir ça débouler, puis de voir tous tes opposants faire comme voyons, comment t'as fait? Ouais, non, c'est vraiment un des bons jeux de majorité que j'ai joué là. Fait que je rejouerai n'importe quand. Je dirais pas non. Puis ça reste, tu sais, comme pour représenter la thématique québécoise, le jeu il s'appelle Québec. Là. Tu peux pas être plus Québec que ça. Là.
C'est vrai que c'est difficile d'être plus Québec que Québec. Donc, ça fait le tour de notre duel de l'an passé. Maintenant, je voulais savoir, Sam, il paraît que tu as joué à certains jeux dernièrement. Ouais, ben en parlant de jeux de majorité, récemment j'ai joué au jeu Vote for Woman de l'auteur Tory Brown et publié par Four Circles Games. Donc Vote for Woman, c'est un jeu style wargame là, à la Twilight Struggle ou ce genre de jeu-là là, que tu vas comme jouer des cartes pour qui vont avoir des valeurs puis des événements dessus qui vont représenter des conflits historiques. Mais dans ce cas-ci, c'est un wargame, mais c'est pas une guerre, c'est plutôt un conflit politique. Dans le fond, c'est l'histoire du mouvement des suffragistes aux États-Unis, donc les femmes qui voulaient que les femmes aient le droit de vote. C'est un jeu qu'on peut jouer soit à 1, 2 ou 3, puis dans le fond, on peut jouer quand on joue solo ou à 2, on peut jouer en coop contre le patriarcat là, ou le statu quo, si on veut, donc les opposants au mouvement qui sont contrôlés par une espèce d'automat, ou si on veut jouer à 3, on peut jouer dans le fond 2 joueurs suffragistes contre un joueur gros méchant. Ouais, puis dans ce cas-ci, je pense que ça s'applique. T'as le droit de le traiter de gros méchant dans ce contexte. Non, c'est ça. Puis même moi j'ai joué à 2, puis je jouais ce côté-là, puis c'est vrai que c'est particulier. Là. Faut se rappeler que c'est juste un jeu, là, puis qu'on n'est pas d'accord avec les actions qu'on fait. Là. Mais ça m'a quand même permis d'apprendre tout plein de choses sur ce mouvement-là, puis sur les personnes qui vont être importantes, puis les événements qui ont marqué ce passage de l'histoire-là. Là. Sur chaque carte, il y a comme des petits textes historiques de mise en contexte, puis le jeu venait avec tout plein d'autres matériels, là, des coupures de journaux, puis des lettres, puis des affaires de même là, qui datent de cette époque-là. Donc si vous êtes intéressé par l'histoire puis par ces trucs-là, là, c'est vraiment bon. Puis il y a même en plus du livret de règles, là, il y a un livret de justement qui explique le contexte puis qu'est-ce qui a motivé les choix de pendant le design du jeu. Ouais, fait que c'est ça, l'aspect un peu historique puis l'aspect informatif, il a été quand même pas mal poussé dans le jeu. Là. Fait que c'est pas juste, dans le fond, un jeu, c'est aussi un peu peut-être il y a une idée d'apprendre aux gens l'histoire, puis pourquoi est-ce que, c'est mieux maintenant, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est des trucs qui ont été super importants, puis que je trouve que ça vaut la peine de se renseigner là-dessus, là. Fait que le jeu, comment ça fonctionne, c'est que c'est un genre de jeu de majorité, justement, donc il y aura les 48 États des États-Unis continentaux qui sont séparés en différentes régions. Puis, dans le fond, il y a comme 2 choses à faire pour les joueurs suffragistes. Au début, on veut que le Sénat passe le 19e amendement qui donne le droit de vote, qu'il le donnerait. Puis après ça, on doit aller chercher un vote pour dans je pense que c'est 36 des 48. Des 48 États pour gagner. Fait que là, tant que le Congrès ou le Sénat, là, je me rappelle plus, a pas passé le vote, on peut aller mettre de l'influence sur la carte, mais cette influence-là, ça sert pas à rien tant que la loi a pas été votée, dans le fond. Puis il y a plusieurs moyens qui nous permettent d'aller dans le fond, mécaniquement, faut mettre 6 pions sur une piste, puis là, il y a plusieurs façons d'en mettre ou d'en enlever, là, soit avec une action bien précise ou avec des cartes qui vont carrément les mettre direct, là. Ou les enlever pour l'autre côté. Ouais, fait que t'as une espèce d'aspect de tug of war, tout ça, là. Ouais, c'est ça qui se passe un peu partout. Puis après ça, quand on tombe dans le jeu de majorité, dans le fond, dès que un État se ramasse avec 4 cubes d'influence d'un côté ou de l'autre, ben cet État-là va comme être locké, vote oui ou vote contre, là, dans le fond. Puis pour gagner, les suffragettes, faut qu'il y ait 36 votes oui. Tandis que de l'autre côté, on peut juste essayer de ralentir le vote au Congrès pour que ça se rende jamais aux majorités, auquel cas on va gagner. Si à la fin des 6 tours, le vote n'a pas passé, ben tu gagnes automatiquement. Puis sinon, dans le fond, après les 6 tours, si dans
le nombre d'États est pas tout à fait décidé, mais dans tous les États qui restent, on va lancer des dés pour savoir de quel côté qu'ils vont voter. Puis si j'ai de l'influence sur cet État-là, ben je vais avoir un bonus à mon dé. Puis en cas d'égalité, ben là, c'est le statu quo qui demeure. OK. Puis à toutes les fois que je rajoute de l'influence, soit que je vais en rajouter aux places que j'en ai déjà ou qui sont vides, ou tout simplement je vais en enlever à l'autre joueur dans cet état-là. Fait qu'on a beaucoup de cartes qui disent de rajouter des cubes, mettons, à certains états en particulier à cause d'un événement qui est arrivé. Fait que c'est ça, c'est un tug of war, tu t'essaies de gérer ta main de cartes, jouer tes cartes au moment le plus opportun, parce qu'il y a des cartes qui peuvent être vraiment fortes, mais comme qui sont un peu plus... Si tu la joues au début, ça se peut que tu te fasses contrer éventuellement puis que ces efforts-là soient perdus. Oui, ou faut que tu rendes que l'autre joueur se soit buildé un peu plus pour essayer d'en couper le maximum possible avec la carte, ou ce genre de truc-là. On a un petit aspect de gestion de ressources aussi. On a comme des jetons qu'on peut accumuler ou dépenser, soit pour rerouler des dés, parce qu'il y a bien des actions qui nous disent, mettons, de rouler des dés puis d'ajouter de l'influence selon le nombre de dés, le nombre qui est sur le dé, puis là, selon les cartes qu'on a jouées, on pourra brasser des D4 ou des D6 ou même des D8, là, puis ça dépend de l'action qu'on fait aussi, là. OK, il y a quand même beaucoup de dés, dans le fond. Oui. Je dirais que c'est le plus gros défaut du jeu, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de hasard, là. Dans le fond, il y a une action qui te permet de lancer des dés pour savoir si tu rajoutes un pion d'influence sur le congrès, là. Puis là, c'est un D6. C'est des D6 que tu lances, puis pour chaque 6 que t'as, t'en rajoutes un. Oh. Puis mon adversaire qui était Pat de un board game presque parfait, je pense qu'au final, on a compté, il avait lancé comme 24 dés, puis il en a pogné un. Ouais. Fait que Ouais, c'est ça. La chance peut jouer autant d'un côté comme de l'autre. Mais le jeu se joue quand même rapidement, là. En dedans d'une heure, je pense que c'était fait, l'explication des règles inclus. Donc au moins, c'est pas un jeu de 3 heures que finalement ta stratégie se fait toute défaire par 3-4 lancers de dés, là. Puis il y a quand même beaucoup de lancers, fait que tu sais, au final, ça finit par se balancer normalement, là, à part certaines exceptions. Ouais, ben, comme il a été pas chanceux là-dessus, mais après ça, il y a d'autres dés où que moi j'ai été moins chanceux aussi, là. J'ai roulé beaucoup de 1 quand c'était le temps de savoir combien d'influence que je pouvais placer avec mes dés, puis fait que c'était du donnant-donnant, là. Je pense que j'ai été un petit peu plus chanceux que lui, là, puis c'est pour ça que j'ai gagné. Puis là, t'es comme yeah, t'as gagné le patriarcat, puis on permet pas aux femmes de voter. C'est comme Ouais, t'es comme tu restes un peu ouais, je suis pas d'accord avec ma victoire, mais j'ai gagné pareil. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça reste un jeu, puis c'est une bonne façon d'en apprendre plus sur un mouvement qui était super important, puis une période de l'histoire qui était vraiment névralgique, là. Ouais. Puis si ça vous tente pas justement de jouer les méchants, ben il y a un mode coop puis un mode solo où on est du bon bord, tu sais. Tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de C'est ça. Donc c'était Votes for Women de Tory Brown et Fort Circles Game. Puis toi, Vince, à quoi t'as joué dernièrement? Ben, moi, dernièrement, j'ai essayé un jeu assez vieux. C'est un jeu de 1997. C'est le jeu Bonanza. Donc, c'est un jeu dans lequel chaque joueur va être un marchand de beans ou de haricots, dépendamment de la version à laquelle vous jouez. Et Peut-être mentionner l'auteur? Non. Oui, désolé. Fait que l'auteur, c'est Uwe Rosenberg. Ouais, Et qui est quand même un des auteurs les plus connus dans le milieu. Puis ça, je pense que c'est son premier jeu. Si je me trompe pas. Je pense aussi, j'avais regardé vite, puis il me semble, ou si c'est pas le premier, c'est dans ses premiers, mais c'est clairement un de ses premiers succès. Donc c'est ça, nous autres on a joué à la version québécoise. Le jeu a été originalement publié par Amigo, mais il a été republié par plein d'autres compagnies puis dans plein d'autres pays, là. C'est un jeu assez facile à prendre en main, puis j'ai juste un paquet de cartes. Donc le jeu a été très populaire. Donc dans Bonanza, chaque joueur est un vendeur de bins dans la version québécoise. Donc on va planter des bins dans nos champs. Les bins dans le fond c'est des cartes qu'on va pouvoir placer face ouverte dans nos champs pour dire que ça c'est un champ de telle affaire puis un champ de telle autre affaire.
Et quand on plante des bines dans notre champ, il faut toujours planter les bines d'une même couleur. En fait, d'une même sorte. Donc, si on a pioché une robine, oui, le jeu est plein de jeux de mots, c'est merveilleux. Si on plante un champ de robines, ben on peut juste planter des robines dedans. Ouais, puis à côté, moi, je peux avoir un champ de carabine, Ouais, puis un puis champ sinon, de jobin. de jobine ou d'hémoglobine. En tout cas, j'ai vraiment été impressionné. Je pense que pour ça, la version québécoise est plus drôle que la version originale où est-ce que l'hémoglobine, c'est juste une red bean. La carabine, c'est une blue bean. Fait que tu sais, c'est moins drôle, là. La version québécoise, ils ont essayé de la faire comique. Fait que j'aime bien. Mais là, c'est ça. Ce qui est un peu particulier du jeu, c'est que là, c'est ça. Ben, dans le fond, on continue à engraisser notre champ avec des bins, puis à un moment donné, on peut les vendre. Les bins n'ont pas toutes des mêmes valeurs, puis dans le fond, en fonction du nombre de cartes d'une bin donnée qu'on a dans un champ, une fois qu'on vend, ben, on fait un montant d'argent qui dépend. Il y a des bins qui valent plus cher que d'autres. Il y a des bins plus rares, fait qu'ils sont ils valent plus cher. Je pense qu'il est important de mentionner, c'est qu'au début de notre tour, on est obligé de planter. Fait que si nos champs sont déjà pleins de carabines puis de robines, mais que une autre particularité, on est obligé de planter, mais il faut planter absolument la carte la plus à gauche dans notre main. Ouais, en fait, je m'enlignais vers ça, parce que ça, c'est une twist quand même qui peut être tannante, parce que notre main de carte, on peut pas déplacer les cartes dedans. Quand on pioche les cartes, on les met à droite de notre main, puis les cartes les plus vieilles, dans le fond, de notre main vont être à gauche. Puis comme tu disais, on est obligé d'en planter au moins une. Fait qu'il faut gérer un peu notre main avec tout ça pour pas se ramasser dans une situation où on est obligé de vendre des bins d'un champ qui fera pas beaucoup d'argent parce qu'on est obligé de planter une. Ouais, c'est ça, c'est vrai, ça peut rien valoir. Puis comment est-ce qu'on peut faire ça, Vincent? Eh bien, c'est en commerçant, parce que une fois qu'on a qu'on a planté au moins une bine, on va avoir 2 cartes de bines qui vont être piochées puis face ouverte. Ça, ces bines-là doivent être plantées pendant ce round-là, soit par la personne qui les a piochées, soit par les autres. Puis là, c'est là que le cœur du jeu s'enclenche. C'est un jeu de commerce puis d'échange où les bins qu'on a devant nous, on peut décider de les garder parce que ça fit avec ce qu'on a déjà, ou on peut les vendre au plus offrant. Fait que là, c'est à ce moment-là que tout le monde s'ostine. On peut à ce moment-là aussi échanger les cartes de notre main. Toutes les échanges doivent inclure, dans le fond, la personne à qui c'est le tour à ce moment-là. Mais sinon, on peut interagir avec tous les autres joueurs. Fait que là, c'est là qu'on a je vais prendre ta chilibine si tu me donnes 2 colombines. Ah non, moi je vais te donner à la place 3 Binolard. Ouais, je vais te donner 3 binolars. Fait que là, tu sais, c'est ça. C'est là, ça devient comme des échanges. Qui va faire la meilleure offre? Faut que tu regardes où est-ce que les autres sont. Est-ce que ça l'aide trop si j'y donne ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Fait que là, c'est un peu là qu'il faut jauger. Ouais, c'est un peu long. Ça peut devenir tannant. Parce que là, tu te mets à écouter les offres d'un puis de l'autre, puis là, toi, pendant ce temps-là, t'es à côté, puis tu sais que t'as rien qui intéresse le joueur actif, fait que tu tournes les pouces pendant que les autres négocient, là. Ouais, il y a ça, ça peut accrocher. Puis c'est ça. Fait que ça tourne comme ça. Une fois les échanges sont faits, les 2 bins qui avaient été piochés doivent être plantés dans les champs des personnes qui les ont pris. Puis après ça, on repige 3 cartes dans notre main qu'on va pouvoir réutiliser dans des échanges subséquents. Puis on tourne comme ça jusqu'à temps qu'on ait vidé la pioche 3 fois. Puis en cours de partie, à maintenant, on peut aussi décider d'acheter un champ supplémentaire. Fait qu'au lieu d'avoir juste 2 champs, on peut en avoir 3. Vu qu'il y a de plus en plus de bins qui sont exclus du jeu, parce que les bins, c'est aussi les cartes qui servent d'argent. On repasse la pioche plus rapidement les fois d'après. Au moins. Ouais, ça peut. Tu sais, c'est intéressant, mais ça peut quand même devenir long. Tu sais, vu que c'est un jeu qui dépend d'ostinage un peu, il faut soit mettre fin à m'amener à tout ça, ou faut mettre un timer là pour essayer de contenir la discussion. Ouais, c'est le genre de jeu qu'il faut que tu joues avec un groupe que tu peux jaser d'autres choses en même temps que tu joues, je pense. Que le jeu, c'est pas le seul focus. Ouais. Non, je pense que c'est un bon ça va point. être vraiment long.
Puis au moins, C'est c'est ça. dans ce contexte-là qu'on y a joué, fait que c'était pas si pire, mais comme j'ai trouvé que pour le nombre de décisions que j'avais à prendre, la partie s'est étirée un peu trop longtemps. Là, parce que, comme on l'a dit, là, t'es vraiment restreint à planter uniquement les cartes les plus à gauche de ta main. Fait que, tu sais, au final, ça dépend beaucoup de ce que tu piges, puis après ça, un peu aussi des deals que t'es capable d'aller faire, là, des échanges. Mais tu sais, ça reste que si Vincent veut jamais échanger avec moi, ben on n'avancera pas ni un ni l'autre, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis faut que tu échanges, faut que tu t'ostines. Puis tu sais, quand deux personnes veulent la même chose, c'est des fois ça finit par tourner un peu en rond. Puis là, c'est à savoir c'est qui a les plus beaux yeux puis qui va gagner parce que des fois il n'y a pas de réelle différence, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est intéressant. Je le recommanderais peut-être à des groupes, c'est ça, qui s'ostinent pas trop. Ouais. Je suis pas sûr que je le recommanderais, moi. Tu sais, c'est un jeu qui monte son âge. J'en avais entendu beaucoup parler, là. Je pense que j'avais même déjà joué une fois, mais je me rappelais plus vraiment, là. Ça fait tellement longtemps. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est Shut Up and Sit Down qui récemment ont dit que c'est comme un des 10 jeux que tout le monde devrait essayer dans sa vie au moins une fois, là. Non. Ouais, ça, Je suis pas d'accord. c'est un peu, ouais, c'est un peu y donner beaucoup trop, mais c'est beaucoup de crédit pour ce qu'il est, là. Ouais, c'est ça, tu sais, je comprends, tu sais, dans le temps, ça devait être hot parce qu'il y avait pas tant d'autres jeux que ça, là, mais comme, je sais pas. En tout cas, moi, il y en a beaucoup que je recommanderais avant. Mais, tu sais, je suis quand même content d'y avoir joué puis de pouvoir dire, ah, ben, je l'ai essayé, tu sais. Ouais. Puis en tout cas, je suggère la version québécoise pour les Québécois parce que les jeux de mots sont quand même plus intéressants que les versions anglaises. Oui, vraiment. Mais tu sais, un coup que t'as fait le tour des jeux de mots, il t'en reste encore longtemps à jouer. Ouais, ouais. Donc, c'était Bonanza de Uwe Rosenberg, puis publié par Amigo. Ouais. Puis tu fais qu'est-ce qu'on dit, hein? Tu sais, tu vends tes bins, tu fais de l'argent, mais Sam, est-ce que l'argent fait le bonheur? Ben, des fois oui, des fois non, quand on joue à The Pursuit of Happiness, qui est un autre jeu que j'ai joué il y a pas longtemps. Donc, c'est un jeu qui a été designé par Adrian Abella et David Cherkop et publié chez Artipia Games. Puis c'est un jeu de gestion de ressources, placement d'ouvriers, mais très thématique, puis avec une thématique assez particulière où ce qu'on va vivre notre vie, dans le fond. C'est comme c'est comme le jeu de la vie. C'est comme the game of life. Ouais, mais en beaucoup mieux. Dans le fond, c'est ça, les ressources qu'on peut accumuler, ça va être, ben, il va y avoir de l'argent, mais il va aussi avoir comme des relations sociales, des connaissances, de la créativité. Puis les workers qu'on va placer, en fait, c'est pas des workers, c'est du temps qu'on investit, que ce soit dans un projet ou dans notre job ou dans notre relation. Puis dans le fond, quand ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir des cartes de personnes qu'on peut dater puis développer une relation avec. Il va y avoir des cartes de job, il va y avoir des cartes d'objets fancy qu'on peut s'acheter. Comme moi, dans ma game, je m'étais acheté une belle fontaine médiévale Nice. qui a coûté quand même cher, mais tu sais, qui me rapportait des relations sociales. Puis là, éventuellement, elle pouvait même me rapporter des points. Parce que les points dans ce jeu-là, c'est comme du bonheur à long terme. T'as aussi une notion de bonheur à court terme que là, dépendamment des actions que tu fais, ça va pouvoir monter ou descendre. Puis ça va déterminer l'ordre du tour, mais aussi quand t'es plus heureux, t'as moins besoin de payer de ressources pour acheter des cartes parce que la vie est plus facile quand t'es heureux, faut croire. Ou est-ce que t'es heureux parce que la vie est plus facile? C'est un ou l'autre. Tu traques aussi ton état de stress. Fait qu'il y a des actions qui sont plus stressantes, comme par exemple, dans le fond, tu as le droit d'avoir 3 cartes dans ton tableau, soit de projet, de job ou de relation. Puis si tu peux en prendre plus que 3, mais pour chaque carte de plus que 3 que tu as, ça te rajoute un stress à chaque tour. Fait que si t'as plus que 3 relations de couple, ça commence à devenir stressant? En fait, les relations de couple, ça devient stressant dès que tu en as une deuxième. Peu importe le Ah, nombre de cartes que tu as. Pour des raisons thématiques qui est quand même assez évidente. Puis ça, tu peux prendre différentes actions comme travailler plus puis tout ça, essayer de comme
la plupart des cartes de projet, mettons, vont avoir comme plusieurs niveaux. Fait que là, à chaque niveau que, tu sais, comme, mettons, ton projet, ça peut être d'apprendre à cuisiner vegan. Fait que là, la première étape, c'est genre faire des carottes crues. Puis là, ça coûte rien, mais ça baisse ton bonheur à court terme. C'est quand même drôle. Il a l'air quand même comique au final, le jeu. Ouais, c'est ça. Puis après ça, t'as comme tous les niveaux qui augmentent. Puis le dernier niveau, c'est genre des burgers aux champignons portobello. Puis là, ça te coûte des connaissances puis de la créativité pour aller chercher ça, mais ça te donne... Du bonheur parce que t'as réussi à cuisiner quelque chose qui était vraiment bon. Ouais, c'est ça. Ça, tu peux faire toutes sortes de projets comme ça. Là. Comme moi, j'avais voyagé à l'étranger, j'ai fait des modèles réduits. Là. Fait que là, je commençais avec des petits modèles en plastique, puis après ça en bois, puis en métal. Puis là, j'ai fini avec un life size, un modèle grandeur nature. Oh. Puis, tu sais, ma job, j'étais écrivain, mais je m'étais aussi parti d'une business de café. Fait que là, tu sais, je m'auto-suffisais, là, genre. J'écrivais mes screenplays dans mon café, puis je le disais à tout le monde. Ouais, je suis en train d'écrire quelque chose. C'est quand même cool, tu sais, t'as cette espèce de petit narratif-là qui se crée à mesure que la partie avance. Là. Ça a l'air d'ajouter à l'expérience. Oui, vraiment, parce que, tu sais, au final, c'est un jeu de gestion de ressources assez standard, mais tu sais, l'histoire qui émerge par elle-même rend ça vraiment amusant, puis je pense que ça en fait un excellent jeu, genre, pour montrer à quelqu'un qui connaît pas ça, les jeux, tu sais. Parce qu'en plus, tu sais, les règles, thématiquement, ça fait du sens, tu sais. Pour avoir de l'argent, il faut que tu travailles, mais quand tu travailles, t'as moins de temps. C'est comme tout le monde peut comprendre ça, je pense. Là. Ouais, c'est vrai que la thématique est assez... c'est assez terre à terre comme thématique, mais tout le monde peut se retrouver dedans. C'est ça, puis c'est fait d'une façon qui est assez ludique aussi, puis parce que toutes les cartes de projet puis d'objets que tu peux t'acheter, il y a comme plein de jokes que quand tu connais un peu le domaine, c'est des beaux petits clins d'œil, tu sais. Puis le jeu est aussi très inclusif, là, tu peux dater, tu sais, chaque carte, mettons, sont comme recto verso, là, les cartes de date, fait que tu dates gars ou fille, puis tu sais, au niveau stats de ressources que ça coûte puis qu'est-ce que ça te rapporte, c'est pareil, là. Puis, il y a des gens de toutes les couleurs, tu sais, il y a des handicapés, il y a des albinos, il y a des aveugles, tu sais, on veut inclure le plus de monde possible puis représenter le plus de diversité possible, ce qui est quand même très cool. Donc, c'était Pursuit of Happiness de Adrien Alba et David Turcotte et Artipia Games. Donc, merci Sam. Après avoir poursuivi le bonheur, on va maintenant poursuivre des monstres puis les tabasser pour avoir des récompenses. Donc, maintenant vient le moment de notre duel. De mon côté, je vais défendre le jeu The Witcher Old World qui vient de sortir. Designé par Lucas Wozniak, édité par Go On Board avec la collaboration de CD Projekt Red qui avait fait les jeux vidéo de la série du Witcher. Pour ceux qui connaissent un peu la franchise, donc on est dans un monde médiéval fantastique dans lequel il y a des monstres un peu partout qui sont arrivés suite à une espèce d'événement cataclysmique de fusion des mondes. En réaction à ça, il y a des gens qui ont décidé de s'entraîner, qui ont bu des potions, puis qui ont augmenté leur capacité, puis qui sont devenus des Witchers. Puis la job des Witchers, c'est principalement d'aller tuer ces monstres-là pour éviter que la population se fasse dévorer. Donc, The Witcher, ça se passe bien avant, par contre, les histoires de Geralt et tout ça. C'est à une époque où il y a plusieurs écoles de Witcher qui veulent, dans le fond, ressortir comme étant la meilleure école de Witcher. Donc, chaque joueur va jouer un Witcher d'une de ces écoles-là. Puis son objectif, c'est d'accumuler le plus de trophées pour avoir le plus de renommée. Ça, c'est dans le mode compétitif, parce qu'il y a à peu près 15 modes de jeu différents. Hein? Ouais, ça c'est... On pourra en reparler, là, mais oui, c'est un jeu Kickstarter qui est venu avec 12 000 extensions. Là. On pourra parler de quelques-unes, là, mais là, ce que je disais, c'était, comme tu dis, c'est le jeu de base. Donc, dans le jeu de base, on essaye d'accumuler des trophées pour montrer que notre école est la meilleure. Puis pour faire ça, on va tuer des monstres. On va tabasser d'autres Witcher, puis on va sinon améliorer nos caractéristiques au point où est-ce qu'on est super impressionnant, puis qu'on médite, puis on gagne un trophée. Parce que c'est cool de méditer, j'imagine. En tout cas. La méditation compétitive. Il te donne un trophée après. Ouais. C'est un jeu de deck building.
puis c'est assez important parce que les cartes sont multi-usages. Les cartes, ça sert de point de vie, ça sert pour se déplacer, puis ça sert pour attaquer des monstres. Donc, le jeu se passe en 3 phases. Puis la première phase, c'est l'exploration. Donc, on jette des cartes pour pouvoir déplacer notre Witcher. On va se déplacer sur la carte pour pouvoir aller faire différentes actions ou pour aller rejoindre les monstres qu'on veut aller attaquer. Les monstres ou les Witchers qu'on veut tabasser. Ouais, parce que le plateau est comme une espèce de carte du continent, puis avec plein de villes dessus, puis des chemins, puis là, on se déplace de ville en ville, puis chaque ville va comme offrir une action spéciale à cet endroit-là. C'est ça. Ça peut aller de augmenter une stat, piocher des cartes, déclencher des quêtes pour connaître les faiblesses des monstres. Il y a vraiment beaucoup de variété dans les pouvoirs des villages et des villes. Ensuite, on a la phase 2. Phase 2, c'est la phase de combat. Si on décide de déclencher un combat contre un monstre ou contre un Witcher, ben c'est là que ça se passe. Puis là, ça se joue avec les cartes. Lorsqu'on combat un monstre, le monstre se fait un deck de cartes d'attaque qui correspond à son nombre de points de vie aussi. Chaque monstre va aussi avoir une petite habilité spéciale. Il y a plusieurs variétés de monstres, puis il y a plusieurs aussi niveaux de force. Il y a des monstres plus faibles, des monstres plus forts, puis plus la partie avance, plus c'est des monstres forts qui apparaissent sur la carte. Le principe, c'est qu'on va jouer des combos de cartes. Donc, lorsque c'est ton tour, les monstres, eux autres, c'est super simple. On va juste flipper une carte, puis on dit le monstre charge ou le monstre mort. Soit on demande à quelqu'un de choisir au hasard, soit on peut flipper une scène. Flipper une scène, c'est un peu comme tu veux. Puis on effectue l'action, on perd des points de vie. Quand on perd des points de vie, dans le fond, c'est qu'on discarte des cartes de notre deck. Fait que notre deck est rapetisse quand on joue des cartes puis quand on se fait attaquer. Puis quand ça vient le tour des Witchers de jouer, ben là, dans le fond, on choisit dans notre carte, on choisit dans notre main de carte qu'est-ce qu'on veut jouer, puis on fait des combos. Il y a des cartes, dans le fond, qui vont avoir comme des extensions, qui vont nous permettre de jouer une autre carte en plus, mais d'une couleur particulière. Fait qu'on a, chaque carte a sa couleur, plus peut-être des extensions. C'est pas toutes les cartes qu'il y en a, puis il y en a qui ont plusieurs extensions. Puis là, tu joues tout ce que tu peux, ou tout ce que tu veux. Puis là, dans le fond, tu fais tes dégâts, tu peux te recharger des boucliers, parce que tes boucliers te permettent de bloquer les dégâts des monstres. Tu peux aussi utiliser des potions, qui sont des cartes à usage unique, pour pouvoir avoir qui ont tous des effets particuliers pour faire des dégâts aux monstres ou pour t'améliorer. Puis on regarde dans le fond si tu gagnes ou pas. Peu importe si tu... Faut que tu vides le deck de ton adversaire, que ce soit un autre joueur ou un monstre. Là, dans le fond, les cartes, comme tu as dit, sont à la fois les points de vie puis ce qui nous permet de faire des actions. Donc le premier qui peut plus rien piger, plus rien discarter, a perdu. C'est ça. Puis dans le fond, que tu gagnes, que tu perdes, t'as quand même une forme de récompense. C'est sûr que si tu gagnes, t'as vraiment une meilleure récompense. Si tu gagnes contre un monstre ou un Witcher, ben tu vas gagner le trophée correspondant à ce monstre ou à ce Witcher-là, qui va aussi te donner une habilité supplémentaire que tu gardes pour le reste de la partie. Si tu perds, généralement, comme en compensation, tu vas recevoir une carte que tu vas pouvoir ajouter à ton deck. Ça, c'est la phase 2. Si jamais tu déclenches pas de combat, tu peux faire aussi de l'exploration. Ça c'est un truc que je trouve quand même cool, quand même bien. C'est que si tu décides de pas te battre, tu peux dire j'explore la ville ou j'explore les environs. Puis là, tu pioches une carte dans un deck de cartes d'aventure. Puis là, on a une petite description, une thématique qui va se passer. Puis tu as un choix à faire. Tu as toujours 2 options. Souvent, la situation va donner un peu un indice sur qu'est-ce que ça peut te donner. Tu es capable de déduire un peu ce qui va se passer si tu prends une décision ou une autre. Comme à un moment donné, on avait une, tu vas dans un petit village perdu, tu vas voir l'alchimiste parce que tu veux des potions. Puis là, l'alchimiste, il te raconte sa vie, puis il dit que il va mourir, puis qu'il veut que tu amènes une lettre à sa fille. Puis là, tu as le choix. Soit tu dis, ben, moi je suis ici pour des potions, donne-moi des potions. Ou tu peux décider d'aller avec la lettre qui déclenche une quête par la suite. T'as toujours ça que tu peux faire à la fin de tes tours si tu veux pas te battre. Puis tout le temps, ça te donne une récompense. Ouais, puis les decks sont quand même assez gros que faudrait que tu joues en tabarouette pour passer au travers puis commencer à les connaître par cœur, là. Ouais. Ouais, non, c'est quand même conséquent. C'est sûr que là, dans notre cas, on avait l'extension le Adventure Pack,
qui augmente significativement le nombre de ces cartes-là, là, ça le double. Mais quand même, dans le jeu de base, je pense que t'as moyen de t'amuser avec juste le jeu de base puis les cartes qu'il y a dedans. À moins que tu joues à ce jeu-là à pu finir, je pense pas que tu vas faire le tour du paquet. Non, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est la phase 2. La phase 3, c'est là où on va acheter des cartes. Fait que là, il y a un marché de cartes qui est disponible. Puis dans le fond, pour acheter des cartes, c'est simple, c'est qu'on va défausser une carte de notre main pour pouvoir les acheter. Puis en fonction de c'est quoi le coût de la carte, il y a des cartes plus fortes qui vont dire défausse plus de cartes. Ces cartes-là, dans le fond, c'est que ça va affecter combien de cartes tu vas avoir dans ta main au round suivant. Fait que si tu décides d'acheter une grosse carte, ben ça veut dire que tu vas commencer le prochain round avec moins de cartes dans tes mains, tu vas avoir moins de possibilités de déplacement, puis tu vas avoir moins de cartes quand tu vas vouloir attaquer un monstre au début. Fait que tu vas faire moins d'action au final. C'est ça. Fait que faut un peu que tu penses à ça. Tu as aussi une mécanique que, dans le fond, dans le marché de cartes, les cartes qui sont là depuis plus longtemps peuvent avoir des rabais, puis les cartes qui viennent d'arriver vont coûter plus cher. Mais tu sais, les bonnes cartes vont être convoitées par tout le monde. Fait un faut un peu que tu choisisses ça un peu comme ce qui va le mieux pour toi, en tout cas. Encore une fois, quand tu joues en compétitif. Ouais. Quand tu joues en compétitif. Dirais-tu que c'est comme le mode de base? Oui. Oui, ça c'est vraiment le mode de base, le mode C'est comme ça que le jeu a été pensé. Ouais. Puis sans extension puis tout ça, il y a ça. Je pense que par contre était pensé avec certains modules d'une des extensions, qui est à mon avis l'extension qui vaut le plus la peine, qui est l'extension Monster Trail, où là on a plusieurs modules qui sont là, puis pour ceux qui aiment un peu plus la thématique Witcher, dans les jeux puis tout ça, il fallait vraiment aller chercher des informations sur les monstres, les connaître pour savoir leurs forces, faiblesses puis les exploiter. Il y a un module de jeu dans lequel tu peux ajouter ça. Ça ajoute aussi des attaques spéciales en plus des habilités passives des monstres. Là. Ça revend beaucoup le combat contre les monstres, puis ça rajoute des tokens à aller chasser sur la carte aussi. Que je trouve thématique aussi, puis il y a un peu plus de lore sur les monstres, sur les cartes aussi. Ça, je trouve ça bien. On avait joué avec celle-là, hein? Non? Non. Parce qu'on pouvait aller chercher les pistes des monstres. Hein? Ouais, ça c'est dans le jeu de base. Dans le jeu de base, t'as les pistes des monstres. Ça te permet d'avoir le premier tour quand tu vas les attaquer. Mais l'extension faiblesse des monstres, là, ça fait que vraiment chaque monstre est comme plus fort à la base. OK. Mais t'as un autre token qui est comme spécifique au monstre. Il y a des tokens spécifiques aux monstres qui apparaissent. Mm. Puis là, c'est quand tu vas chercher cette faiblesse-là, en arrière de la carte du monstre, il est écrit ben là, si t'as ce token-là, ben il fera pas son attaque spéciale. Ou tu peux y faire des dégâts gratuits au début du round. Ou tu sais, chaque monstre a comme un truc différent, puis chaque monstre a vraiment plus de personnalité avec ce module-là. OK. Fait que c'est ça. Ça, je pense qu'il était peut-être là aussi à la base dans le jeu parce que c'est vraiment très thématique avec le Witcher, ce genre c'est un peu calqué sur le peu que je connais du jeu vidéo, là. C'est ça. On a la course vers les trophées, on accumule ça. Quand on pogne un trophée, on va aussi tracher des cartes de notre deck, fait qu'on l'épure. Ça évite aussi que quelqu'un se mette à avoir trop de cartes. Ça fait aussi que, tu sais, même si quelqu'un a plus de trophées que toi, tu peux essayer de l'attaquer. Tu sais, c'est pas trop intimidant. Parce que tout le monde garde à peu près le même nombre des nombres de points de vie assez similaires à mesure que la partie progresse, vu qu'on achète des cartes à toutes les rounds. Ouais, c'est assez particulier, ça, comme système, qu'à chaque round, tu vas rajouter une carte à ton deck, tu sais. Ouais. Je pense que déjà, c'est pour faire en sorte qu'à un moment donné, la partie finisse, parce que ça, c'est un truc particulier, c'est que c'est long. Le jeu est pas mal long. Puis l'idée, probablement, c'est que vu que tu as tout le temps un minimum de progression à chaque round, tu t'assures que ça dure pas comme 1000 ans. Parce que si tu te mettais à pas acheter de cartes, tu sais, à moins que ton deck soit vraiment ultra optimal, mais t'as pas full d'opportunités de jeter des cartes. Puis tu sais, ça reste des points de vie, fait que t'as le goût d'en avoir plus. Ouais, c'est ça, tu veux pas tant épurer ton deck. C'est pas un deck builder classique dans ce sens-là, là. Non, c'est ça, parce que t'as pas beaucoup de... Tu sais, dans le jeu de base, tu jettes des cartes quand tu pognes des trophées. Ou des fois, les monstres vont t'en faire jeter, mais là, t'as comme... C'est un peu contre ta volonté, puis ça peut te forcer à acheter des cartes bonnes. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça fait que
quand t'achètes une carte, faut vraiment que tu penses à plusieurs affaires, là. Parce que comme t'as dit, les cartes, c'est ce qui te permet de te déplacer. Il y en a qui sont plus versatiles que d'autres pour ça. Qui te permettent d'aller n'importe où, dans le fond. Les autres sont comme restreintes à un type de terrain, là. Puis non seulement ça, mais surtout la façon que les cartes s'enchaînent pour faire tes combos. C'est pas toutes les cartes qui fit bien ensemble. Fait que même si la carte a un effet cool, parce qu'ils ont des effets en plus. Oui. Fait que tu sais ça, il y a beaucoup de choses à considérer. Puis je pense que l'idée c'est pas tant d'aller chercher les effets les plus cool, mais les cartes qui vont bien se combiner ensemble, là. Oui, les enchaînements de cartes, c'est Parce que vraiment même si t'as une le carte cœur. super bonne, mais t'ajoutes tout le temps tout seul versus quelqu'un d'autre qui a 3-4 cartes qui se combo ensemble, ben le cumulatif va faire que ça va être plus cool que ta grosse carte avec un effet qui est peut-être plus fort que les cartes individuelles, mais l'union fait la force. Exact. Fait que ouais, c'est quelque chose d'assez important à aller à regarder, tu sais, comment tu peux créer tes combos puis enchaîner tes cartes, puis c'est ça qui te rend vraiment fort à la fin. C'est ça. Sinon, ce que je peux rajouter d'autre, c'est que chaque Witcher va avoir des pouvoirs spéciaux. Bon, ils vont tous avoir un deck de départ un peu différent. Il est presque pareil, mais pas tout à fait. Chaque personnage va avoir comme une spécialité dans le fond. Parce qu'on a chaque bonhomme a comme ses stats aussi, tes stats d'attaque, de défense, d'alchimie, puis ton spécial. Puis dans le fond, en augmentant ça, ça te permet de piocher plus de cartes, de bloquer plus de dégâts, d'utiliser plus de potions, ou d'avoir ta petite habilité de plus, là, quand les conditions sont là ou quand tu veux l'activer. Fait que ça fait le tour du jeu de base. Dans The Witcher, c'est ça, il vient avec 12 000 extensions, pas toutes nécessairement ultra pertinentes, là, mais il y en a qui sont quand même le fun. Et entre autres, il y a un mode co-op où là, les Witcher unissent leurs forces pour combattre le Wild Hunt, la chasse sauvage. Puis dans le fond, là, t'as un nombre limité de rounds dans lequel il faut que tu te construises ton deck, que tu améliores ton bonhomme, puis à la fin, t'as un gros combat final contre le méchant, puis il faut réussir à le battre. Ouais, moi j'ai préféré ce mode de jeu-là. Là. On a essayé lui, puis on a fait aussi une partie en compétitive à 3 joueurs. Là, puis j'ai trouvé que le mode coop était plus le fun. C'était cool parce que tu sais, t'étais, comme tu disais, t'étais plus impliqué Dans le dans le tour tour des autres. autres. C'est ça. Parce que tu sais, même à 3, je trouvais qu'il y avait beaucoup de downtime. Là. Puis tu sais, oui, t'as des petites affaires à gérer. Là, des fois, l'autre joueur il va s'arrêter pour jouer au poker, au dice poker dans une ville où quand il combat un monstre, un peu comme un autre joueur qu'il faut qu'il gère le monstre si on veut, mais en fait t'as pas vraiment de gestion à faire. Là. Tu fais juste comme brasser des cartes puis les tourner. Là. Ouais, puis Fait t'as le oh occasionnel quand tu viens de faire des gros dégâts, là, mais ouais, c'est mais ça. c'est ça. T'es pas vraiment impliqué, là. Tu sais, ben, un petit peu là, physiquement, mais comme mentalement, tu sais, T'as t'as pas de pas à décision penser. vraiment à prendre là, quand C'est c'est le ça. tour des autres. Parce que quand tu joues en coop, ben là, tu peux comme. En fait, ça se fait comme en simultané, là. Tu peux le faire un peu dans l'ordre que tu veux, je pense. Ouais, c'est ça, tu sais, tu gères tes actions un peu comme tu veux. Fait que justement, il y a moyen comme de te dire ben on peut essayer d'optimiser notre tour en faisant ça. Puis C'est ça. t'as une mécanique de soutien qui est pas dans le mode compétitif, qui fait aussi que là la coordination est importante. Fait que t'as comme un niveau de plus de puzzle. Puis j'ai bien aimé moi aussi. Puis il y Fait a que ça, pas le gros défaut en compétitif que comme qui est une course, puis genre dès qu'un joueur atteint je pense que c'est 6 trophées, là, je sais plus le nombre exact, mais bref, 4 trophées. 4 trophées. En tout cas, dès que quelqu'un atteint le maximum, ça finit là. Il y a pas d'histoire de on finit le round puis tu peux égaler. Là. Ça fait que j'ai trouvé que le premier joueur avait quand même un gros avantage parce que notre partie, tu sais, les trois, on aurait pu gagner à ce tour-là, mais c'est juste que c'est la personne qui avait commencé la partie qui a joué en premier puis qui a gagné, tu sais. Ouais, tu sais, il essaye de balancer ça un petit peu en donnant comme beaucoup plus de ressources aux autres joueurs au départ, mais ça reste que c'est vraiment avantageux d'être le premier à jouer. Ouais, ben c'est ça que ça m'a paru. Là. Parce que oui, ton premier tour est comme un demi-tour par rapport aux autres, peut-être, là, mais comme c'est quand même un demi-tour de plus que les autres, tu sais.
Ouais. T'as ce petit edge-là au début. Je vais parler aussi de ça rapidement des autres extensions. Là. Je t'ai pas tout à fait essayé, Sam. Il y en a un qui change les conditions de victoire, qui justement fait que c'est, au lieu que ce soit une course au trophée, c'est une course aux monstres légendaires. Fait que là, sur la carte au début du jeu, il y a un gros monstre qu'il faut tuer. Puis dans le fond, le vainqueur, c'est celui qui réussit à tuer ce gros monstre-là. C'est le même principe, là. Si, mettons, moi, je le tue à mon tour, je vais gagner, puis toi, Ouais. Ça reste comme ça. Ce qui change un peu, c'est ça, c'est que t'as ce gros monstre-là, il se promène, il crée de la destruction. Puis tu peux aller ramasser, tu peux le suivre dans le fond, passer derrière lui pour aller récolter des tokens qui vont te donner des bonus supplémentaires. Lui, je pense que en solo, il est plus intéressant à jouer lui que le mode normal qui est un peu une espèce de time trial qui est juste essaye de finir le jeu en moins de tours. Là, avec le monstre légendaire, tu peux perdre parce qu'on t'impose une limite de tours en fonction de la difficulté que tu veux mettre. Ben, tu pourrais aussi jouer au mode coop qu'on a joué, dans le fond, là. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, le mode coop, il se fait aussi en solo. Mais pour ce qui est de comme l'expérience jeu plus normale en solo, je vais plus vers le monstre légendaire que le jeu de base comme tel. Mm-hmm. Ouais, non, les comme beat your own score, comme moi, c'est pas mon genre de solo préféré, là. Ouais, tu sais, c'est comme année, tu peux juste te dire, tu sais, tu peux tourner en rond un peu, puis te buffer, puis tout ça, tu as moins l'incitatif à... Ah, mais outre ça, je trouve que, tu sais, que le jeu puisse me battre, que j'ai une chance de perdre, me semble que c'est plus engageant que juste comme... Ben, tu sais, je viens de finir ma game, j'ai fait 50 points, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, tant que j'y rejoue pas, puis que je peux pas me comparer, je sais pas, tu sais. Ouais, exact. Exactement, j'ai le même la même opinion là-dessus. C'est ça, t'as une autre extension qui rajoute comme plus de lieux à visiter qui sont un peu plus forts, puis il y a plus de risques. T'as une extension qui rajoute des bonhommes supplémentaires qui ont une façon de jouer un peu différente. Là, dans le fond, c'est qu'ils rajoutent des magiciens. Ça rajoute un peu de diversité au jeu dans le sens où ça fait qu'il y a des femmes puis des personnages qui sont pas des hommes blancs aussi. Ça, c'est bien, il aurait pu les mettre dans le jeu de base. Ouais, il y a eu beaucoup il y a eu des discussions échauffées sur le sujet là, sur l'aspect que dans le jeu de base, t'as juste des gars blancs Witcher. Thématiquement, tu sais, c'est qu'il y a pas vraiment de femmes Witcher aussi, fait que c'est pour ça c'était un peu ça qu'ils ont utilisé pour justifier la décision. Mais après ça, ils ont rajouté Ciri, un personnage, c'est ça, de toute de la série, puis des jeux, puis tout ça, puis des livres. Puis ils ont rajouté les mages, où là, c'est ça, là, il y a plus de diversité. Puis mécaniquement, ils sont un peu différents aussi. Ils vont... je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour un peu plus de variété. Puis c'est ça, le jeu, il y a deux versions du jeu. Il y a la version normale, que les monstres, c'est des tokens, puis il y a la version de luxe, où c'est toutes des mini ultra super surproduits. Ils sont très belles. Oui. Ça fait une table impressionnante. Mais tu peux jouer avec les tokens sans problème, puis ça coûte moins cher. Mais le jeu est très beau, là, belle production, là, niveau qualité du matériel, j'ai rien à redire, puis honnêtement, j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais pas à grand chose. Tu sais, un jeu basé sur une IP par une compagnie de jeux que je connaissais pas, puis qui rajoute des tonnes d'extensions, puis de mini, puis de modes de jeu. Tu sais, c'est beaucoup de red flag. Puis tu sais, les trucs open world, moi ça me parle un peu moins d'habitude, mais comme celui-là, j'ai trouvé qu'il était bien fait, puis comme tu sais, comme t'as dit, là, les parties sont longues, mais comme ça paraît pas long pendant que tu joues, puis tu sais, l'aspect de gérer ta main, puis de faire tes combos de cartes dans les combats, là, j'ai trouvé que c'était comme assez nouveau, puis assez intéressant, puis j'ai bien aimé cet aspect-là. C'est ça, c'était The Witcher Old World, designé par Lucas Wozniak et publié aux éditions Go On Board. Bon, fait que moi, de mon côté, dans Chasse aux monstres, j'étais allé avec un jeu plus vieux, un classique qui a quand même une petite valeur
sentimental pour moi. C'est un des premiers jeux que j'ai joué avec Ariane, avec ma copine. Fait qu'on a joué souvent ensemble. C'est elle qui l'a acheté dans le temps même. Puis, mais malgré tout, ça demeure mécaniquement un très bon jeu. Donc c'est Champions of Midgard du designer Ole Steiness et publié chez Grey Fox Games. Dans ce jeu-là, on est dans un village de Vikings, mais dans un univers un peu fantastique, là, basé sur la mythologie viking, justement. Donc, il va y avoir des trolls, des monstres, des drogueurs qui sont des espèces de morts-vivants qui vont venir attaquer le village. Puis, le jeu, en fait, c'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on va accumuler des ressources. Puis certaines de ces ressources-là, en fait, sont des dés qui représentent comme nos guerriers vikings qui vont aller combattre tous ces monstres-là. Puis dans le fond, c'est ça. On va placer nos ouvriers pour accumuler des ressources, puis les dépenser en combat pour battre les monstres. Puis c'est comme ça qu'on fait des points, en fait. Puis c'est ça, il y a pas. C'est un jeu qui est quand même assez simple. Il y a pas une tonne de ressources. Là, on a de l'argent, de la bouffe, puis du bois, puis c'est vraiment plus les dés qui représentent ça, les différents sortes de guerriers, si on veut. Là. Fait que les dés auront pas toutes les mêmes probabilités. On va avoir des guerriers à l'épée qui sont comme un peu les moins bons du jeu, fait qu'ils ont plus de chances de complètement rater leur coup. Les noirs font plus de dégâts, mais ils ont pas de chance de bloquer les dégâts parce que dans le fond, quand on va faire un combat, les monstres ils ont toutes deux stats, là, une stat d'attaque puis une stat de défense. Puis on va rouler nos dés pour savoir combien de dégâts on fait. Si on fait assez de... Dans le fond, faut égaler la défense du monstre avec nos dégâts pour le tuer. Puis lui, en même temps, va nous tuer un nombre de dés qui correspond à son attaque. Mais certains dés ont aussi des faces qui peuvent être des boucliers. Fait que chaque bouclier qu'on a va bloquer un de dégâts du monstre. Là, si on a battu le monstre, ben tant mieux. On regarde combien de dés qu'on perd, puis on accumule les ressources puis les points qui sont listés sur le monstre. Puis si on l'a pas battu, ben mais qu'il nous reste des dés, ben on peut relancer les dés puis refaire un autre round de combat, puis on va réappliquer les dommages du monstre, puis le monstre garde les dommages qu'on lui a fait aussi. Donc s'il y avait 3 dés puis qu'on a fait 2 dégâts, ben on a juste besoin de faire un dégât dans le deuxième round pour l'achever dans le fond. Fait que c'est ça, le jeu de base, c'est un jeu quand même simple, assez standard. Là. Je place mes workers, j'accumule mes ressources, je vais battre un monstre. Puis je refais ce cycle-là plusieurs fois, puis j'essaie de faire plus de points que les autres. Les grosses sources de points, ça va être dans les monstres qu'on a battus, mais on a aussi des cartes objectifs qu'on peut aller chercher pendant la partie. On a une au début de la partie, puis on peut en chercher plus. C'est un truc qui est assez important à faire, en fait, dans la partie. Parce que ça nous permet de rentabiliser un peu plus toutes les actions qu'on va faire par la suite. C'est ça, tu sais, la carte, elle va dire, faut que tu sois le joueur qui a le plus de telle affaire à la fin de la partie. Fait que ça peut être avoir battu le plus de trolls, avoir battu le plus de drogueurs, avoir battu le plus d'ennemis jaunes, parce que les ennemis peuvent avoir, ils ont 3 couleurs possibles, jaune, bleu ou rouge. Ça peut être avoir le plus de bois, avoir le plus de dés, tu sais. À peu près toutes les ressources que tu peux faire, tous les ennemis que tu peux battre, il y a une carte objectif qui existe là-dessus. Puis là, si t'es le joueur qui en a strictement le plus, tu vas faire beaucoup de points. Puis si t'en as le plus, mais égal avec un autre joueur, ben là, tu vas en faire un peu moins. Fait que si je vois que Vince, il accumule les dés rouges, puis il est tout le temps en train de se battre contre les drogueurs, ben je peux faire comme peut-être qu'il y a ces cartes d'objectifs-là, je vais peut-être essayer d'aller en chercher moi aussi pour l'égaler, puis m'arranger pour qu'il fasse moins de points, tu sais. Ouais. Puis t'as aussi d'autres subtilités, là, comme les ennemis, dépendamment du type, vont donner plus ou moins de points, puis ils vont donner pas nécessairement les mêmes types de ressources. T'sais, les trolls, quand on les bat, ça donne du bois. C'est super thématique, puis très évident. Ben oui, tout le monde sait qu'un troll mort, ça se transforme en arbre. Ben oui, c'est ça. Puis les drogueurs vont donner de l'argent, les monstres vont donner des points, plus de points, puis aussi comme des... Les prières. Ouais, des espèces de tuiles faveur des dieux qui valent des points en fin de partie, mais qu'on peut aussi dépenser pour relancer nos dés si on n'a pas été chanceux. Fait qu'on a comme cette manière-là de mitiger le hasard un peu. Parce que quand on va combattre les monstres, ben on est un peu dépendant des dés qu'on brasse. Là. Fait que
Tu sais, oui, tu peux pousser ta luck puis aller battre contre un monstre quand t'as pas beaucoup de dés puis espérer être chanceux. Ou à l'inverse, tu peux être comme un peu plus prudent, amener plus de dés puis là comme c'est sûr que plus t'embrasses, plus t'as de chances de pogner au moins les dégâts que t'as besoin, tu sais. C'est ça. Puis l'affaire aussi, c'est que dans le jeu de base, perdre des dés, ben ça fait qu'il faut après ça que tu prennes des actions pour aller t'en chercher des nouveaux. Parce que tes dés qui perdent, ben t'as un max de dés que tu peux accumuler. Tu peux avoir jusqu'à 8 dés maximum. Mais t'en as tout le temps besoin. Fait que tenter c'est moi je conseille d'être plus safe que risqué, mettons. Oui. Sauf quand t'es en fin de partie, mettons, tu peux peut-être te permettre de, tu sais, au dernier tour, de Ouais, là tu t'en fous un stretcher ta peu. luck puis d'essayer de participer à plus de combats. Mais en même temps, c'est ça, les emplacements de combat sont limités. La compétition peut être féroce pour aller les chercher en premier. C'est Surtout comme quand dans... on est nombreux, là, les monstres ils partent vite. Ouais, c'est ça. Bien qu'à, tu sais, quand tu joues à moins, t'as plus de meeple, là. Fait que t'as quand même l'aspect de, tu sais, le board devient quand même très crowded, là. Les emplacements, il y en a pas plus, pas moins, mais vu qu'on a plus de meeple chacun, mais ça fait que c'est ton dernier, ça se peut que tu puisses pas faire ce que tu veux avec, là. Ouais. Je voulais parler vite vite aussi, tu sais, de la mécanique de voyage que je trouvais cool. Ouais, c'est ça, il y a les plus gros monstres, dans le fond, faut que tu partes en voyage en bateau pour aller les battre. Fait que là, dans ton bateau, il va y avoir une certaine capacité, tu peux amener un certain nombre de dés, mais là, chaque dé que t'amènes, faut que t'amènes de la bouffe avec pour que ton viking survive au voyage. Puis t'as un aspect de comme, il y a des monstres qui sont plus proches, donc on a besoin de moins de bouffe par viking, puis t'en as d'autres qui sont plus loin. Au lieu d'une bouffe pour 2 dés, mais c'est une bouffe par dé. Puis là, t'as un autre aspect, un peu de hasard, parce que en te rendant au monstre, tu vas piger, en fait, ben, tu vas tourner une journey card qui était placée là. Puis la moitié de ces cartes-là, c'est comme tout était beau, il s'est rien passé pendant le voyage, puis tu passes directement au combat. Mais dans l'autre moitié, tu peux avoir des trucs comme tu t'es perdu, fait que là, faut que tu perdes un dé ou une bouffe. Puis là, si tu perds ta bouffe, ben tu peux perdre les dés qui y sont associés. Fait que là, t'as un aspect de genre, encore une fois, de pousse ta chance. Est-ce que tu y vas avec le strict minimum de bouffe ou t'en mets un petit peu plus pour être sûr que si t'en perds, ben tu perdras pas tes dés. Tu peux aussi mitiger ça parce que t'as une position t'as un emplacement où tu peux aller voir une des cartes de voyage justement puis pouvoir te préparer en fonction de ce que tu auras vu. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est cool dans le jeu, c'est que t'as tout le temps cet aspect-là que tu peux pousser ta chance un peu, puis comme si t'es chanceux, ça va payer, puis tu vas faire plus de points avec moins de ressources. Ou tu peux aussi comme être malchanceux quand tu fais ça, puis tout perdre. Mais à l'inverse, tu peux aussi être plus prudent, en mettre tout le temps un petit peu plus que le strict minimum, puis comme quasiment t'assurer de que ça soit pas trop pire, tu sais. Ouais, Mais ça va te coûter plus cher. c'est ça. Puis tu sais, pour mitiger les dés, après ça, tu sais, c'est ça, on a parlé des rerolls avec les prix, les faveurs des dieux. Mais tu peux aussi aller acheter des runes qui te donnent comme une habilité que tu peux utiliser une fois dans la partie, puis des fois ça peut te sauver la peau dans un de ces combats-là. Fait que t'as quand même moyen, tu sais, un peu de mitiger le hasard. C'est ça. Puis, tu sais, si c'était juste ça, ça serait quand même un jeu, tu sais, correct, bon, mais peut-être pas un jeu que je retournerais encore et encore. Mais pas longtemps après que le jeu est sorti, ils ont aussi sorti des extensions. Puis une que je recommande puis que tu sais je jouerais jamais sans, c'est l'extension Valhalla, qui rajoute beaucoup de nouvelles choses là. Il y a des nouvelles sortes de dés, donc des berserkers qui font vraiment beaucoup de dommages mais qui ont aucune défense. Puis t'as des dés qui sont plus défensifs puis qui te permettent de protéger les autres, mais qui peuvent même faire des dégâts en plus de bloquer les attaques du monstre. Mais surtout, ce que ça rajoute, c'est que à toutes les fois qu'on va perdre un dé en combat, dans le fond, on va ramasser un jeton qui correspond à ce type de dés-là, qui sont un peu comme les âmes de nos guerriers qui sont tombés au combat, puis qu'on va pouvoir utiliser dans l'après-vie, dans le Valhalla, justement.
Fait que ces jetons-là, on va pouvoir les dépenser pour s'acheter des cartes de Valkyrie qui vont nous donner des bonus immédiats ou des bonus tout au long de la partie, qui peuvent nous donner des ressources, des nouveaux dés, toutes sortes d'affaires. L'extension va aussi rajouter des dés qui correspondent à notre leader, parce que même dans le jeu de base, on va tous choisir un leader en début de partie qui nous donne un petit pouvoir asymétrique. Puis avec l'extension, ben on va comme double down, on va se rajouter un dé qui a une face dans le fond qui déclenche un effet qui est unique à chacun de ces personnages-là. Fait que l'asymétrie entre les joueurs devient encore plus grande puis plus importante. Puis souvent, cette habilité-là est comme un peu liée au pouvoir de base de notre leader. Fait que c'est ça le rend comme plus fort. Puis c'est un dé qui est le fun à amener pour juste pas oui, il y a des coups dessus, il y a des succès, mais l'habilité spéciale peut être vraiment bonne. Là. Oui, puis c'est un dé que lui, il peut jamais mourir. Dans le fond, quand il devrait être tué par un monstre, il est comme juste blessé. Puis après ça, on a comme il y a certaines cartes Valkyrie qui vont nous permettre de soigner notre leader puis de le renvoyer dans les combats après. Puis une autre chose qu'on peut faire avec les âmes de nos dés perdus, c'est combattre des espèces de monstres mythiques là, comme le Fenrir puis Jormungandr, c'est des gros monstres mythologiques nordiques. C'est ça. Puis là, comme ces monstres-là, il y en a juste 2 ou 3 disponibles pour toute la partie. Puis un coup qu'ils sont battus, on les remplace pas. Puis tu sais, ça prend beaucoup de dés pour aller les combattre. Fait que tu sais, il y a comme un aspect de course d'être le premier à aller les chercher parce qu'ils nous permettent de faire vraiment beaucoup de points en fin de partie si on peut les avoir. En fait, ici, par contre, c'est pas des dés qu'il faut, c'est des esprits. En fait, c'est les âmes qui correspondent. Fait qu'il faut que tu t'organises pour avoir la bonne combinaison D'âme, c'est ça. Fait qu'il a fallu que tu aies la bonne combinaison de dés avant, puis que ces dés-là meurent au combat. Fait que c'est vraiment comme, en début de partie, tu vois lesquels qui sont disponibles, puis tu sais, faut quasiment que dès le premier tour, tu commences à travailler là-dessus si tu vas avoir une chance d'aller le chercher avant les autres, là. Ouais. C'est ça, puis moi, je trouve que ça rajoute beaucoup, parce que comme on disait, tu sais, il y a quand même beaucoup de hasard vu qu'on roule beaucoup de dés. Puis tu sais, de perdre des dés avec l'extension Valhalla, c'est pas si peu. Et puis même que des fois, tu veux bon. qu'ils meurent. C'est ça, tu peux même choisir d'ignorer les boucliers sur tes dés pour laisser tes dés mourir parce que t'as besoin des armes dans le Valhalla, tu sais. Puis tu sais, c'est ça, ça fait que même si tu te fais laver par un monstre, ben tu vas quand même avoir, c'est pas une défaite totale, tu sais. Non, ça, t'as un bénéfice qui vient de la mort de tes dés, puis comme tu peux tourner ça à ton avantage carrément. Parce que ces monstres mythiques-là, ils valent beaucoup de points de base, puis en plus, ils vont comme rajouter des points sur certaines conditions, là. Fait que tu sais, pour chaque monstre que t'as déjà battu, ben ça va te rajouter des points de plus, ou pour chaque troll, ou tu sais, c'est des conditions bien particulières. Fait que là, dès le début de la partie, tu peux commencer à accumuler des monstres de cette condition-là, ou en tout cas, à t'arranger pour qu'elles soient encore plus payantes au final. Ouais. Tout en faisant de quoi qui te rapporte des points de toute façon, tu sais. C'est ça. C'est un peu un investissement, ces monstres-là, j'allais dire, parce que tu sais, des fois, ça va faire peut-être que tu vas délaisser certaines autres sources de points pour essayer de t'arranger pour aller vraiment avoir le monstre légendaire. Mais souvent, c'est un investissement qui vaut la peine, là, parce que le nombre de points que ces affaires-là font, des fois, ça n'a pas de bon sens. Mais, tu sais, la dernière fois qu'on a joué, quand t'as pogné ton monstre, je pensais que c'était fini, là, tu sais, que t'avais comme fait des millions de points puis qu'on était fini. Mais finalement, ça a pas été si pire. Non, j'ai gagné quand même, mais ça avait été serré, là. Ouais, j'avais perdu par genre 1 point ou 2, là. C'était 1 point. Parce que il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est que tu peux avoir des points négatifs liés au chasseur de trolls. Dans le fond, c'est le troll, c'est que faut aller le battre, normalement. Si personne va le battre, tout le monde va avoir un blâme parce que, tu sais, vous êtes tous des vikings sans honneur, ben, vous avez un blâme. Le village, comme ça, te blâme parce que t'as pas fait ta job de battre le troll. Puis à l'inverse, quand tu vas battre le troll, tu peux donner un blâme à quelqu'un d'autre qui l'a pas battu, puis t'en enlever un.
C'est comme si t'allais commérer pis dire genre, ah, c'est moi qui ai battu le troll, puis Vincent, il fait rien dans ce maudit village-là, il sert à rien. Ouais. Fait que, ça, je trouve ça quand même intéressant aussi. Ça fait que le troll, il reste c'est un point chaud tout le long de la partie qui est intéressant. Autant pour le bois, parce que étrangement, c'est aussi une des rares sources de bois, tout dépendamment de... Marchands sont disponibles, parce que c'était comme des emplacements pour tes ouvriers qui vont varier d'une partie à l'autre. La plupart sont là à toutes les parties, puis t'en as une couple qui vont changer d'une partie à l'autre, puis qui vont te donner soit des ressources, soit des dés. Là. Ou t'en as qui donnent carrément des points. Fait que là, quand t'arrives à la fin du round, t'as rien de mieux à faire, tu fais comme ouais, chercher 2 points. Rien mieux qu'une claque ça. Fait que c'est ça, avec Valhalla, moi je trouve ça prend un jeu qui était déjà bon, solide, puis ça le rend vraiment encore plus intéressant, plus hot, puis comme ça vient bien ça transforme ses défauts en qualité quasiment, là, parce que là, l'aspect du hasard que oui tu peux mitiger un peu, mais que tu contrôles pas, ben au moins là ça te donne une compensation, fait que ça te rajoute du contrôle, la stratégie dans le fond. C'est ça. Puis tu sais, ça fait aussi que si t'es vraiment pas chanceux sur les dés, tu vas quand même pouvoir te rattraper en achetant les cartes Valkyrie ou en allant péter les boss légendaires. Fait que tu sais, ça rebalance un peu ces trucs-là. Je trouve que c'est vraiment une bonne addition au jeu. Ouais. Puis ils ont aussi sorti une autre extension qui s'appelle Dark Mountains, qui elle, je la recommanderais plus quand tu joues à 4 ou 5 joueurs. Parce que dans le fond, ça rajoute encore une fois des nouvelles sortes de dés, mais surtout comme des nouveaux monstres qui sont des bergrisards, là, donc des géants qu'on peut aller combattre. Donc c'est des emplacements de plus. Quand tu joues à 2 ou 3 joueurs, ben je trouve que le jeu devient un peu trop ouvert, là, que comme il y a tout le temps de quoi de bon à faire au final, puis que l'heure du tour veut plus dire grand-chose. Quand on rajoute ça, mais elle rajoute le 5e joueur, justement, mon type d'extension préférée. Ben oui. Fait que c'est ça, si tu joues à 4 ou 5, celle-là vaut la peine, mais sinon, moi je dirais avec juste Valhalla, là. Ouais, puis je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça, là. Je pense que t'as plus envie de jouer sans Valhalla. Puis à l'inverse, tu Dark Mountain ajoute pas, tu sais, ça change pas le jeu ben. Ben, non, ça l'améliore pas. Ben, mettons, ça l'améliore si tu joues à 4, je pense. Parce qu'à 4, des fois, être le dernier, c'est un peu trop rough, je trouve. 3, c'est comme le sweet spot. 4, c'est comme trop tight, mais là, en ajoutant l'extension, ça vient correct, tu sais. Donc, je pense que ça fait le tour pour Overview de Champion of Midgard de Ole Steines et publié par Grey Fox Games. Puis maintenant, on en arrive au duel de chasseurs. Donc, qui chasse le mieux les monstres? Les Witcher ou les Vikings? Ouais. Moi, déjà, j'allais dire, au niveau des Witcher, je veux dire, c'est ultra thématique d'aller les chasser. Je trouve le système de combat intéressant. Surtout le système de combo avec les cartes, tout ça cool parce que tu as la chance de construire ton deck. C'est sûr que tu sais, comme tous les deck builders, il faut que tu pognes un peu tu pognes la bonne main au bon moment pour pouvoir faire un méga dégât. Ben tu vois, je trouve qu'il est moins pire celui-là que les autres parce que vu la façon que les combats fonctionnent, comme tu disais, t'es pas obligé de jouer toutes tes cartes. Tu sais, oui, tu peux faire un gros combo, mais tu peux garder des cartes pour le prochain tour puis espérer piger les cartes qui vont mieux comboer avec. Là. Puis peut-être te faire un plus petit tour à 2-3 cartes, garder les autres. Ou tu sais, celles que tu peux pas jouer dans ton combo, ben au moins ils restent dans tes mains. Fait qu'après quand tu repiges les autres, ben là tu peux les comboer ensemble, tu sais. Ouais. Parce que typiquement dans un combat, tu vas passer dans ton deck au complet à chaque fois, là. Pas mal, fait que c'est pas comme un deck builder que genre ton ronde, c'est une main, tu piges 5 cartes pis that's it, là. Ouais, c'est vrai que ça cycle beaucoup. Du fait que dans le fond, dès que tu déclenches un combat, tu rebrasses ta pioche puis ton deck en même temps, puis tu pars avec les cartes que tu avais dans tes mains au moment du début du combat. Fait que c'est vrai que tu rebrasses plus souvent ton deck que dans d'autres deck builders où est-ce qu'il faut que tu repasses vraiment au travers de ta pioche au complet avant de pouvoir aller chercher les cartes que tu as achetées. Mais là, je
Je défends ton jeu, là. Je devrais Ouais, pas faire ça. c'est ça, tu m'as donné un petit plus, là. Mais ça fait aussi que, tu sais, les combats sont plus procéduraux, sont plus longs, tandis que, tu sais, dans le Midgard, c'est genre, tu chuck tes dés, tu comptes le nombre de coups que t'as fait, c'est assez, oui, non, tu rebrasses, tu continues, puis tu sais, c'est snappy, là, ça y va vite. Ça va vite, mais tu sais, c'est un peu moins engageant, parce que, tu sais, là où tu te réfléchis, c'est là où tu dois attitrer tes ressources, où est-ce que tu envoies tes gars. Ça, je trouve ça quand même cool, parce qu'il faut vraiment que tu sais, si t'as juste un combat, c'est sûr, tu te poses pas la question puis t'envoies quasiment toutes tes dés dessus puis c'est pas grave. Tu sais, c'est le fun. J'aime la mécanique d'attitrer les dés parce qu'il faut que tu gères un peu. Tu sais, chaque monstre est un peu différent, il y a différentes attaques, différentes défenses. Puis t'es comme bon, là lui je vais y en envoyer 2, je vais choisir telle couleur. Là lui je vais envoyer 3 telle couleur. Puis là, avec la bouffe en plus, si tu décides d'envoyer combattre les gros monstres. Puis ça, je trouve ça bien. C'est un bon. Faut que tu gères ton risque avant d'y aller. C'est pas mal ça le cœur du jeu, là. Ben ça, puis le placement d'ouvriers, c'est quand même évident, là, que c'est quoi les spots qui sont plus cool que les autres, là. Aller combattre le gros monstre qui donne beaucoup de points, ou, tu sais, comme on disait, le truc qui te rajoute des objectifs, qui peut te faire des points en fin de partie. C'est sûr, c'est important, là. Mais c'est ça. Mais une fois que tu as placé tes dés, tu sais, là, tu sais, tu les brasses, puis peut-être tu peux les reroll, mais là, après ça, tu sais, c'est un peu... t'es entre les mains des dés. Fait que, mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux le système combat Witcher, parce que t'es plus impliqué dans ton combat. T'es plus impliqué dans ton combat, mais le combat des autres, des fois, c'est long. Oui. Alors que dans Champion of Midgard, ben, tu brasses tes dés, reroll pas reroll, t'enlèves tes dés, c'est fini. Là, tu sais, ça prend ça va. 5 secondes. Puis comme toute la partie, en fait, est beaucoup plus courte, puis tu sais, j'ai quand même le feeling d'avoir fait des combats épiques, là, à la fin de ma partie, là. Surtout quand je réussis à aller chercher un des gros monstres au Valhalla, ou tu sais, c'est... Ben, là, c'est... L'impression de faire le gros combat épique, je mettrais un petit bémol là-dessus, c'est comme, ah ben regarde, j'ai toutes les armes là qu'il faut pour faire ça, je prends la carte. Fini. Tu sais, mais je sais pas ce que tu veux dire, parce pour que les avoir les armes, il a fallu... C'est ça, puis tu sais, pour les avoir les armes, il a fallu que tu fasses plein de combats, puis que tes vikings ils meurent, pis tout ça, puis tu sais, c'est... Ouais. Pas juste des jetons, là, c'est l'âme de mes guerriers tombés au combat, là. Ouais, c'est pas une petite tuile en carton coloré avec un symbole dessus. C'est pas juste ça, là. Mais c'est ça, tu sais, mon point reste que la game elle prend 1 heure, pas 3. Ouais. Puis 3 heures, tu sais, ça nous a pris 3 heures, puis on était juste 3, là. Tu sais, puis le jeu, il est supposé pouvoir se rendre jusqu'à 5. À 5 joueurs, mettons que tu vas pour Champion, c'est sûr. Parce que tu t'en sortiras pas avec The Witcher, là, à moins que tu te dédies comme toute une après-midi à ne jouer qu'une game de The Witcher. Ouais, c'est ça. Sinon, niveau interaction... Il y en a plus dans Midgard, je trouve. Ouais, c'est ça que j'avais envie de dire. Je me sentais un peu mal d'avoir amené le point, mais il y en a comme plus dans Champion of Midgard, juste du fait de la mécanique de placement d'ouvriers qui fait que, tu sais, ce que les autres vont faire, ça va t'influencer beaucoup. Tu sais, ça bloque carrément les actions que tu peux faire. Puis t'as tout l'aspect des courses pour être le premier à aller chercher les monstres, le premier à te prendre à tel emplacement, tu sais, c'est... Puis en plus, t'as les objectifs cachés, t'essaies de deviner c'est quoi les objectifs des autres, puis de les rattraper là-dessus. Tu sais, c'est un autre niveau d'interaction versus que dans The Witcher, tu sais, oui, tu peux te taper sa gueule une fois de temps en temps, mais c'est dangereux, parce que si t'attaques quelqu'un puis que finalement tu perds, tu lui donnes un point au final, là. Non, même pas, c'est ça. Si c'est... Ah non, ok, tu lui donnes... Pour pouvoir gagner un trophée d'un autre Witcher, il faut que ce soit toi l'instigateur du combat et que tu gagnes. C'est moins épais que je pensais. Mais ça reste que, tu sais, dans notre game, on l'a fait quoi, une fois? Ou 2, peut-être? Il y en a peut-être eu 2 fois. Puis, tu sais, la première fois, c'est parce que j'avais envie de voir c'était quoi un combat entre personnes. Fait que j'ai décidé de t'attaquer. Je sais pas si c'était le meilleur move à ce moment-là dans la partie, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est que oui, tu sais, tu te bats l'un contre l'autre, mais tu sais, les deux vont quand même récupérer quelque chose de ça, tu sais. Si tu perds, tu vas récolter une carte. Si tu gagnes puis t'es attaquant, tu vas gagner un trophée, oui.
Mais tu sais, tu te nuis pas vraiment, tu sais. Non. Puis tu sais, C'est- comme quand je suis dans une ville, je t'empêche pas d'aller faire l'action de cette ville-là non plus. Tu sais, y a pas... Ouais. Tu peux le- voler de l'argent des autres en les challengeant au dice poker, mais genre tu leur voles 1 pièce. Si tu gagnes. Ouais. Puis c'est l'argent est pas tant tête puis important dans le jeu-là. Là. Non, il y a plusieurs façons d'en faire. Puis t'as pas tant de façons de le dépenser. Là. Tu peux t'entraîner pour devenir meilleur puis l'utiliser pour te déplacer, dans le fond, si t'as pas les bonnes Ouais, cartes. c'est ça. Puis tu sais, sinon, ce qui peut se passer, c'est que tu peux tu peux comme aller tuer un monstre avant un autre joueur, tu sais, puis là, toi, t'avais peut-être planifié aller le chercher. Ouais. Mais tu Mais sais, c'est on ça. s'entend que c'est pas aussi important que de bloquer un emplacement dans Non, Midgard. c'est ça. Tu sais, tu fais plus tes affaires à toi dans The Witcher. Dans Champions, faut que tu regardes qu'est-ce que les autres font. Puis les autres vont influencer ton tour, veux pas en prenant les emplacements, puis tu peux penser aussi bloquer quelqu'un. Ouais, c'est ça. Mais quoi que, on dit ça, mais tu sais, dans le mode coop, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'interaction justement parce qu'on pouvait comme essayer de maximiser nos tours. Tu sais, toi va faire telle quête, moi je vais faire telle affaire. Si on se croise à cette ville-là, on peut s'échanger de l'argent, on peut se donner des affaires, tu sais. Fait que, ou moi je vais acheter cette carte-là parce qu'elle fit mieux dans mon deck, puis je vais acheter avant toi parce que comme ça, toi la tienne elle va slider puis elle va te coûter moins cher, puis tu sais. Ouais, ouais, c'est sûr que là, il y avait un puzzle supplémentaire vu que tu coopères puis que tu essaies de rentabiliser tes tours au maximum. C'est sûr que là, il y avait ça de plus parce que le jeu était quand même pas. Ben là, nous autres, on a joué à difficile. Là. J'allais dire le jeu était pas facile, il était difficile. Sinon, c'est niveau thématique, je trouve que les deux ben, je connais pas beaucoup la thématique Witcher, mais tu sais, ça a l'air bien fait puis bien respecté ça. Puis dans Midgard, ben là, la thématique c'est plus comme mythologie viking, puis tu sais, je trouve qu'elle est quand même pas pire implémentée aussi là, pour autant qu'un placement d'ouvrier peut être thématique, je pense là. Ouais, je trouve que Champion of Midgard, il fait beaucoup avec peu, tu sais. Tu sens que c'est comme un voyage épique aller tuer un gros monstre, là, tu sais, parce que là, faut que tu checkes ta bouffe, faut que tu checkes ton voyage, faut que tu checkes ton bateau que tu vas prendre, tu sais. Je trouve que ça, tu sais, tu pars tuer un monstre, là. Puis Ça a l'air de rien, mais ça sonne épique. le artwork sur les cartes est vraiment bien fait aussi. Tu sais, les monstres, ils look, là, puis ton leader viking, il a l'air badass. Ouais, puis tu sais, j'aime l'aspect d'un peu d'honneur, tu sais, là, faut tuer les trolls, là. Faites de quoi, puis tu sais, ça a l'air con, hein. Je trouve ça bien, je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun, tu sais, de dire, ah ben, toi, t'as pas été tuer le troll parce que t'es pas bon. Prends un blame, tu sais, prends un blâme. Ouais, Je c'est trouve ça. ça, Puis tu sais, le jeu te met dans ce mood-là dès le début parce que la règle du premier joueur, c'est le dernier joueur à s'être couvert de gloire dans une bataille. C'est lui qui est le premier joueur. ouais. En tout cas, je trouve ça bien, je trouve qu'il est bon thématiquement. Dans The Witcher, ben, je trouve il y a aussi, la thématique est là, tu sais, tu te promènes, tu voyages sur le continent, tu vas chasser des monstres, tu rencontres d'autres Witcher puis t'es tabasses. Je trouve ça très bien, puis là où la thématique est vraiment cool, je trouve, c'est vraiment dans les cartes d'exploration. C'est là où t'as vraiment, là, tu sais, dans The Witcher, t'as beaucoup une espèce de notion de, tu sais, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, tu sais, tout est gris, puis tu sais, t'as toujours ces espèces de dilemmes moraux-là, puis je trouve qu'ils ont, bon, c'est sûr que c'est pas un niveau de dilemme moral ultra poussé, là, mais je trouve ça intéressant que les cartes Non, ça, d'exploration t'offrent tout le temps deux options. Puis il y a pas une option qui est mauvaise. Tu sais, c'est vraiment, faut que tu penses à ce que tu fais, puis tu sais, qu'est-ce que tu veux vraiment. Puis qu'est-ce que tu t'attends à avoir comme récompense si tu fais ça. Fait que je trouve ça bien, puis tu sais, il y a tout le temps une petite histoire thématique autour de ça. Ou ben sur ces cartes-là, puis je trouve ça cool. Puis des fois, tu sais, t'as comme des chaînes de quêtes qui peuvent démarrer aussi, parce que là, tu vas à telle place, là, tu dis, ah, ok, ben je vais l'aider, ça te donne une quest. T'arrives à une autre place, là, autre choix, une quest, puis tu sais, tu progresses comme ça, puis tu peux avoir plusieurs surprises. ouais, puis comme, tu sais, moi j'ai comme zéro expérience avec les jeux vidéo, j'ai pas eu les livres, j'ai écouté comme 2-3 épisodes de la série, je pense, mais j'ai trouvé que le monde était quand même bien rendu, puis comme, tu sais, ça, t'as l'impression d'être dans un monde qui a vraiment été buildé, puis tu sais, parler avec toi puis avec les autres joueurs avec qui on a joué, ça avait l'air de bien respecter le monde qui existe pour vrai, puis comme tu dis, le petit flavor text des cartes d'exploration,
ça y est pour beaucoup, puis tu sais, comme j'étais capable de l'apprécier même si je connais pas toutes les petits inside jokes, les références au matériel source, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est bien fait. Puis le jeu il look, là, surtout avec les mini, c'est assez impressionnant. Ouais, mettons que la version mini, c'est sûr que c'est dur de compétitionner, là, même si Midgard il est beau, puis c'est du beau matériel, puis des customs, puis tout ça, les mini, puis les pièces, puis toute la totale qui a dû te coûter une beurrée. Ouais, là, ouais, là, j'y étais avec le full bling. Ça a été, je l'ai poussé un peu, mais tu sais, même si le jeu, si tu y vas pas avec le full bling, tu sais, je pense qu'il est quand même beau, là, quand tu Il est regardes. quand même beau, hein. Mais ça look encore plus avec les mini, puis s'il était peint, ça lookerait encore plus. Ouais, là, attends, là, je suis encore débutant, là, j'ai commencé, j'ai pas encore fini de peindre mon Mice and Mystics, on progresse bien, on apprend les trucs. Je pense que ça fait le tour. On pourrait peut-être parler j'allais dire les deux jeux aussi, il y a assez de différences dans le fond quand tu rejoues. Tu sais, il y a dans Champions of Midgard, t'as des emplacements qui vont changer d'une partie à l'autre. Dans The Witcher, ben t'as tes monstres qui vont changer, qui seront pas les mêmes, puis qui sont un peu hasard, puis t'as des cartes aussi événements qui varient. Dans Valhalla, t'as toujours une combinaison de cartes Valkyrie qui sera pas pareil, puis t'as tes monstres aussi, les monstres légendaires disponibles qui seront pas pareils. Fait que tu vas rejouer des parties, puis ça sera jamais exactement la même chose. Fait Non, mais dans les deux, c'est oui, comment tu le fais puis dans quel ordre va peut-être changer un peu, mais tu sais, d'une partie à l'autre, ce que tu fais, ça va se ressembler, là. Tu vas te gearer puis tu vas battre des monstres. ouais. Mais, tu sais, c'est le fun. Ouais. C'est bien le fun blâmer Sam pour pas avoir été tué le troll. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Non, je pense que on a assez parlé. Ça va être à vous de le faire maintenant. Dites-nous, c'est quoi votre jeu de chasse aux monstres préféré? Est-ce que vous êtes hashtag Team Sam avec Champions of Midgard? Ou hashtag Team Vince avec The Witcher Old World? Ou est-ce que vous en avez d'autres que vous préférez à ces deux-là? Vous nous laisserez ça dans les commentaires, soit sur Facebook, sur Instagram, ou vous pouvez rejoindre notre Discord, venir en parler, ou vous pouvez même mettre ça sur commentaire YouTube. Maintenant, nos podcasts sont disponibles sur YouTube si vous préférez l'écouter sur cette plateforme-là. Exact. Fait que, on aimerait vous remercier de nous avoir écoutés. On aimerait remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Puis un merci tout spécial à nos Patreons. Donc oui, on a un Patreon. Si vous trouvez que ce qu'on dit, ça vaut la peine, puis que vous avez les moyens, toute contribution est grandement appréciée. C'est ça. Puis en étant Patreon, vous allez avoir accès à notre petit supplément en dessous de la table, où est-ce qu'on va discuter de l'épisode qu'on a tourné. Ouais, les coulisses de Board Game Duel. Ouais. Donc, sur ce, je t'invite. Et je suis encore Sam. On dit à plus. Bye! Fait que c'est ça c'est pour ça va être pour plus tard. Mais on va commencer donc par essayer de dire des phrases avec des mots dans un ordre correct, sans balbutier. Fait que il y a été beaucoup, il y a été beaucoup. Ouais. Fait que là, toi Sam, on a parlé de monstres. Je savais pas où je m'en allais. Là, je te laisse y aller. Je vais prendre relais. Dites-nous, c'est quoi votre jeu de chassage de monstres? Oh, c'est pas facile à dire, ce mot-là. C'est quoi votre jeu de